Du Directoire à l'Empire, la fin de la Révolution française. Ce schéma chronologique vous présente la succession des changements politiques entre la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, soit le 27 juillet 1794, et la chute de l'Empire napoléonien le 22 juin 1815 après sa défaite à Waterloo. Entre ces deux événements, une nouvelle organisation de la République est mise en place. Elle s'appelle le Directoire. C'est toujours la Première République, mais elle a changé de forme. Elle est établie d'octobre 1795 à novembre 1799. Elle est mise en place après la réaction thermidorienne qui fait arrêter Robespierre et ses alliés du Comité du salut public pour mettre fin aux excès de la terreur. En effet, le bilan de ce gouvernement dit de la terreur qui a exercé son pouvoir en France de 1793 à 1794 est très controversé. D'abord, ce gouvernement a suspendu les libertés démocratiques, comme la présomption d'innocence, car le tribunal révolutionnaire juge et condamne sans procès près de 40 000 personnes. En outre, il pourchasse tous les opposants politiques, même révolutionnaires, comme les Girondins, qu'il fait arrêter le 2 juin 1793 sans exception. Ensuite, il continue la guerre contre l'Europe et provoque de fait la guerre de Vendée, qui est une guerre qu'on peut qualifier de civile entre des Français partisans d'un maintien de la monarchie, ou en tout cas contre l'exécution du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793, et puis ceux qui sont partisans du groupe le plus à gauche parmi les républicains, que l'on nomme montagnards ou jacobins, et qui ont pris le pouvoir avec Robespierre. On les nomme les Bleus. Les historiens estiment aujourd'hui que ce conflit entre Français pendant la période révolutionnaire aurait fait entre 80 à 200 000 morts. Cependant, le gouvernement de Robespierre a aussi fait des réformes sociales fortes qui ont marqué durablement l'histoire de France, comme l'abolition de l'esclavage, le 4 février 1794, ou encore le décret dit du maximum des prix, adopté pour lutter contre la spéculation, c'est-à-dire l'augmentation très importante des prix du blé et du pain qui empêchait les populations de se nourrir correctement et menaçait le pays de famine. De fait, ce directoire remplace le gouvernement révolutionnaire et s'appuie sur une nouvelle devise, liberté, égalité, propriété. Pourquoi propriété? Eh bien, les députés considèrent que seuls les propriétaires, c'est-à-dire ces nouveaux riches qui ont profité de la vente des biens nationaux, sont seuls capables de défendre l'intérêt collectif, l'intérêt commun de la res publica, la chose publique. On a dit que le Directoire était ainsi une république bourgeoise, faite par la frange la plus riche des révolutionnaires. Très rapidement, ce Directoire est tiraillé entre deux courants politiques opposés, antagonistes, les royalistes d'un côté, les jacobins de l'autre. C'est sans doute ce tiraillement, cette fragilité du Directoire qui accélère la mise en place d'un nouveau régime, le consulat, sous la houlette, sous la direction d'un général victorieux en Italie, un général de l'armée révolutionnaire, le général Napoléon Bonaparte. Pour mieux comprendre les difficultés du Directoire, nous pouvons regarder une caricature de l'époque qui le présente comme un Janus révolutionnaire, c'est-à-dire dans la mythologie romaine, un dieu à deux têtes. À Rome, il signifiait le regard vers le passé et l'autre vers l'avenir. Dans cette caricature, nous allons voir qu'il prend un tout autre sens. Donc ce Janus à deux têtes représente le Directoire et il tend la main à sa droite à un jeune homme et à sa gauche à une dame. La tête tournée à gauche, ici, représente le sans-culotte de gauche qui tend la main vers la femme du peuple.
On pourrait penser que c'est une métaphore du mouvement des égaux de Gracchus Babeuf, qui tente de prendre le pouvoir par un coup d'État en 1796 contre le Directoire. Alors ce mouvement de Gracchus Babeuf est un mouvement politique assez proche, mais encore plus excessif de celui des montagnards, qui prône un communisme primitif selon lequel les fruits de la terre sont à tout le monde, hein, et l'arbre n'est à personne. Il refuse l'idée de propriété privée, qu'il souhaite d'ailleurs supprimer. Et puis, ce qui symbolise ce lien entre ce directoire tourné vers le peuple et cette dame, c'est donc les assignats qui sont ce papier-monnaie imprimé très largement pendant la Révolution et qui symbolise à la fois la Révolution mais aussi la crise économique dans laquelle cela entraîne la France. De l'autre côté, le Janus paraît beaucoup plus raffiné, apprêté. Il porte d'ailleurs la culotte des aristocrates et il tend la main à un jeune homme chapeauté, lui aussi portant la culotte de l'aristocrate, qui incarne le royaliste de l'époque. Cette version est confirmée par ce sac de pièces d'or qui tombe de sa chaise et qui sous-entend que le directoire est un gouvernement fait pour les plus riches, pour les plus favorisés. Ce jeune homme est en fait un muscadin, un jeune homme raffiné, parfumé au musc, symbole de ce nouveau dandysme né sous le directoire. Derrière cette caricature, on voit bien que le directoire est ici accusé de favoriser le retour des partisans de la monarchie. Et effectivement, le directoire est aussi menacé par les monarchies, les royalistes, puisque le 5 octobre 1795, 25 000 royalistes tentent un coup d'État contre lui. Alors, au bilan, que les attaques viennent de droite ou de la gauche politique, les 5 directeurs sont obligés de faire appel systématiquement à l'armée révolutionnaire pour rétablir l'ordre, et en particulier à un des leaders, des chefs de file de cette armée, auréolé de ses victoires dans les guerres d'Italie, le général Napoléon Bonaparte. C'est ainsi que le général Bonaparte, encouragé par les directeurs, organise un coup d'État le 18 Brumaire pour établir une nouvelle constitution républicaine avec un exécutif fort que l'on appelle le consulat. Le suffrage universel est rétabli, mais détourné au profit du premier consul qui dispose d'un pouvoir exécutif fort, car il nomme le gouvernement, le Sénat, le Conseil d'État et contrôle très largement les listes électorales, les listes de candidats parmi lesquels les citoyens masculins, hommes, peuvent voter. Ainsi, sous l'apparence d'une démocratie, avec le suffrage universel rétabli, des pouvoirs en apparence séparés entre le pouvoir exécutif et le législatif, c'est en fait un pouvoir autoritaire, celui d'un seul homme qui se prépare. En 1802, Napoléon est nommé consul à vie, et le 2 décembre 1804, il proclame la mise en place de l'empire napoléonien héréditaire. Comme il l'indique dans cette déclaration au peuple français des 3 consuls, le 15 décembre 1799, après le coup d'État du 18 Brumaire, en novembre, eh bien, citoyens, nous venons de fixer définitivement les principes de 1789, la Révolution est finie. Ceci annonce le début d'une nouvelle période que l'on appelle l'Empire napoléonien. Alors cet empire proclamé le 2 décembre 1804, après avoir rendu son pouvoir à vie, consul à vie en 1802, est dépeinte dans un tableau qui met en scène, à l'image de ce qu'a pu connaître la France sous la monarchie absolue,
la prise de pouvoir de Napoléon. C'est le peintre David qui a immortalisé la scène du sacre de 1804 et du couronnement de l'impératrice Joséphine, épouse de l'empereur Napoléon. Cette toile est réalisée en 1806, c'est une toile de très grande taille, de 6 mètres sur 9, qui compte plus de 200 personnages. Elle est conservée actuellement au Louvre. Au centre de la scène, on peut apercevoir Napoléon Ier en manteau pourpre des empereurs romains. Il s'apprête à couronner sa femme, Joséphine, agenouillée sur un coussin de velours décoré d'abeilles. Ces abeilles sont le symbole des Mérovingiens, donc des rois de France. On voit ici la volonté de s'inscrire dans un héritage monarchique de la France. Derrière, le pape. Donc le pape Pie VII lève la main pour bénir ce couple impérial, mais ce n'est pas lui qui couronne l'empereur et sa femme. Il a donc un rôle de spectateur, il est un rôle secondaire, car depuis le Concordat de 1801, il est lui-même indirectement soumis au pouvoir de l'empereur. En effet, c'est l'empereur qui investit les évêques de l'Église catholique, qui reste le catholicisme, la religion de la majorité des Français, même s'il a introduit la tolérance religieuse et le respect des autres religions. Deux autres personnages jouent un rôle important. La mère de Napoléon, qui est représentée sur le tableau alors qu'elle n'était pas présente le jour des cérémonies, elle était brouillée avec son fils. Et puis Murat, son beau-frère, qui assiste Napoléon Ier dans sa prise de pouvoir et dans sa conquête de l'Europe, de l'Espagne à la Russie. Ainsi, ce tableau met en lumière un couple impérial. Il est à la fois un mélange de l'ancien monde, qui fait référence au sacre des rois de France, et un mélange de cet ancien monde, ancré dans la monarchie absolue, et de ce nouveau régime, né de la Révolution française de 1789 et rattaché à l'héritage de la République romaine. Alors, pour terminer, on peut s'arrêter sur ce qui fait la force de cet empire, établi en 1799 avec le consulat, confirmé en 1804 avec le sacre de l'empereur et qui se maintient jusqu'en 1815 à la tête non seulement de la France, mais également d'une Europe, puisque Napoléon Ier parvient à dominer toute l'Europe jusqu'à la Russie. L'empire napoléonien est ambigu. Il repose à la fois sur l'autorité des anciens rois et il fixe définitivement aussi les grandes idées de 1789. Vous pouvez lire des extraits du Code civil des Français qu'il fait rédiger en 1804 et qui, pour seul exemple, vient démontrer à quel point Napoléon avait conscience de terminer la Révolution sur ses grands principes. Il disait lui-même « Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil ». Alors effectivement, vous pouvez parcourir sur votre manuel d'histoire quelques extraits de ce code civil qui, on peut le retenir autour de 3 grandes idées, renforce l'autorité du chef de l'État à la famille, puisqu'il conforte le chef de famille dans ses pouvoirs sur sa femme et sur ses enfants. Le chef de famille étant un relais, un maillon du pouvoir de l'empereur au sein de la famille, un relais du pouvoir de l'empereur dans la famille. D'autre part, le code civil peut être considéré comme un outil, un moyen d'uniformiser les lois, de rendre ces lois équivalentes dans tout l'Empire, et donc de renforcer l'idée d'une égalité des citoyens face à la loi. Enfin, il est bien héritier des principes de 89, puisqu'il consacre le droit de propriété privée comme un droit inaliénable, inviolable, comme nous le montre le document 3. Ainsi, il est une garantie pour tous les citoyens d'être égaux devant la loi et il protège le droit de propriété. Cependant, c'est une garantie pour l'empereur de conserver son pouvoir. Alors, justement, cette force du pouvoir de Napoléon est d'ailleurs confirmée par les masses de granit place.
au fil des années pour rapprocher les citoyens de son pouvoir et renforcer les liens qu'il a avec les Français. C'est donc l'empereur des Français. Il consolide son autorité sur toute la société. Il met en place le Concordat de 1801, qui est un traité signé avec le pape, par lequel Napoléon Ier devient chef de l'Église catholique de France. Ensuite, par la création du Code civil, comme nous venons de le voir en 1804, il renforce l'idée d'égalité devant la loi tout en consacrant l'autorité supérieure de l'empereur et des pères de famille. Donc c'est un premier code de la famille, c'est un premier code de la propriété. Il met par écrit un certain nombre de principes qui organisent la société. La création des lycées en 1802 et la Légion d'honneur en 1802 également permettent de former des fonctionnaires fidèles à Napoléon et de consolider les relais qu'il a dans les départements français, qui sont plus de 130, les 130 départements de cette grande France napoléonienne. Enfin, par l'établissement du franc germinal basé sur l'or en 1803, il rétablit l'ordre économique et purge la France des assignats révolutionnaires, afin de rétablir la prospérité. Finalement, Napoléon, en 1815, n'est pas remis en question dans son pouvoir par les Français directement. Ce qui le fait chuter, c'est bien une défaite militaire, celle de Waterloo, contre les rois européens, contre les monarchies européennes et les peuples dominés, qui pensaient qu'il apporterait à leur peuple qu'il serait un libérateur en apportant les principes de 1789, et qui ont constaté que loin d'apporter ces principes, comme dans le tableau L13 des maillots de Goya, il apportait plutôt la répression et l'imposition d'un pouvoir extérieur, celui de la France conquérante. Alors, pour terminer cette séquence, je vous propose de faire deux exercices en appuyant sur la touche pause de votre vidéo. D'abord, à partir de ce tableau que vous avez sous les yeux, de relier chaque masse de granit, chaque réforme à sa définition. Puis, à partir de ce tableau, de vérifier que vous avez compris les principaux enjeux de la période qui va du Directoire jusqu'à l'Empire, en complétant ce vrai-faux et en trouvant les arguments dans cette vidéo permettant de justifier votre choix. Après 1815, le chapitre se termine de la Révolution française et nous verrons dans la deuxième leçon comment l'Europe s'inspire-t-elle de ces principes pour fonder les premiers États-nations.